Donc maintenant, c'est l'État qui détermine à qui les banques font prêter de l'argent. Et l'État aussi détermine à quel taux et à quelle durée. Et ils mettent la garantie. Et ils mettent la garantie en échange. Et ils transfèrent le risque. Et ils transfèrent le risque sur eux. Ça veut donc dire que la Banque centrale est devenue une filiale du Trésor. Elle ne sert plus à rien. Donc on a assisté à la soviétisation complète de nos systèmes financiers. Absolument gigantesque qui vient de se produire. Et dont tout le monde se contrefout. Charles Gave, bonjour. Bonjour. Il y a une déclaration qui a été faite de la part de Jerome Powell, donc président de la Fed, Banque centrale américaine, qui a dit « Bon, là, vu l'état dans lequel on est, l'inflation, on se fixe plus de cap, ce qui met fin à une doctrine de plus de 40 ans. Et finalement, on privilégie la liquidité, parce que avant contenir l'inflation, c'était remonter les taux d'intérêt. Donc ça veut dire que là, il lâche les amarres et puis il dit aux hélicoptères de décoller pour jeter de l'argent dans les Non, rues. les hélicoptères, il y a longtemps qu'ils ont décollé, ils ont plus grand chose dans les soutes. Ce qui veut dire par là, si vous voulez, c'est que si l'inflation venait à remonter de façon, je ne sais pas pourquoi, pour une raison X, Y ou Z, parce que le pétrole remonte par exemple, eh ben, il ne ferait pas monter les taux d'intérêt quand même. C'est-à-dire qu'il confirme que si l'inflation remonte, vous allez perdre de l'argent sur votre obligation, qu'il ne faut pas avoir, donc j'espère que vous ne l'avez plus, mais que vous allez en perdre encore plus vite. Donc il confirme qu'avoir une obligation, il faut être complètement idiot. Donc ce que vous pouvez avoir, c'est des obligations indexées sur l'inflation, mais ça me fait très peur, parce qu'à partir du moment où vous faites passer un contrat avec l'État indexé sur l'inflation, sur l'indice des prix, vous savez ce qu'il va faire? Bidouille l'indice des prix. Ben voyons. Il y aura que les balles de ping-pong dedans, vous voyez ce que je veux dire? Où il va découvrir que les balles de ping-pong, il y a des progrès de productivité terribles, et donc il y a un effet heuristique dessus, je sais pas quoi. Bon, donc, il est en train de vous dire que, quelque part, j'ai écrit un papier là-dessus qui m'a valu la désapprobation de beaucoup de mes associés et partenaires, ce qui m'attriste énormément. Quel était le rôle d'une banque centrale dans le temps? Le rôle d'une banque centrale, elle n'en avait qu'un. C'était facile. Elle fixait le taux court. C'est-à-dire, elle vous disait, bon, le taux court entre banques, aujourd'hui, c'est 2,5 ou 2,25, et tout le monde s'excitait là-dessus. Au jour le jour. Au jour le jour. Le taux directeur. Le taux directeur. Et c'est tout ce qu'elle faisait. Ça ne l'empêchait pas d'avoir... C'est le marché du repo. Le marché du repo, voilà, c'était bon. Et là-dessus, tout le monde se branchait pour décliner tous les taux jusqu'à 30 ans, et puis tous les crédits selon le junk jusqu'à haute qualité. Donc c'était la pointe de la pyramide, c'est elle qui déterminait la valeur de la pointe de la pyramide. Bon. Mais je ne sais pas si vous en remarquez maintenant. Ensuite, c'était les banques qui, avec l'argent de leurs déposants, ou leur argent à eux, ou du levier, n'importe quoi, allouer l'argent à l'économie. C'était un système privé. Le public, c'était la fixation du taux court, et ensuite le système privé se mettait en route, le système financier, pour prêter de l'argent à celui qui en voulait, qui en faisait des virements. Donc on avait la nationalisation de la toute petite part du coût du crédit, et ensuite tout le reste c'était un secteur privé, bancaire, assurance, tout ça, ça se dépatouillait entre eux, ça marchait très bien. Mais aujourd'hui, les États vous disent, dites voilà, vous êtes une banque, vous allez prêter l'équivalent d'un quart des salaires à tous vos entreprises qui ont fermé à cause du Covid. Donc maintenant, c'est l'État qui détermine à qui les banques font prêter de l'argent. Et l'État aussi détermine à quel taux et à quelle durée. Et ils mettent la garantie. Et ils mettent la garantie en échange. Et ils transfèrent le risque. Et ils transfèrent le risque sur eux. Ça veut donc dire que la Banque centrale est devenue une filiale du Trésor. Elle ne sert plus à rien. Donc on a assisté à la soviétisation complète de nos systèmes financiers.
Ça n'est plus en rien des systèmes de marché libre. On avait les prix qui n'étaient pas libres, mais la distribution du crédit restait plus ou moins libre. Hein. C'est fini. On vient d'avoir une communisation de nos systèmes de crédit dans le monde entier. Et quand vous avez le passif qui est soviétisé, c'est difficile que l'actif reste en marché libre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est un bouleversement absolument gigantesque qui vient de se produire. Et dont tout le monde se contrefout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je viens de dire, mais c'est monstrueux, quoi. Et on avait fait une vidéo pendant le Covid là-dessus en disant la Fed vient de signer la fin du capitalisme. Voilà. Quand ils avaient dit qu'ils rachetaient les obligations d'État. Les obligations d'entreprise. Les obligations pourries. Enfin, donc, c'est Fallen Angels, comme on dit, les temps déchus. Et donc, c'est une raison de plus pour ne pas avoir de contrat. Parce que maintenant, tous les contrats, c'est entre vous, le créditeur, et de l'autre côté, c'est pas un débiteur, c'est l'État. Et quand vous êtes en débit vis-à-vis de l'État, il vous envoie assez facilement ses gendarmes pour vous faire comprendre que vos recours sont limités. Vous voyez ce que vous voyez que si vous voulez pas terminer dans un camp ou dans un accident de voiture, il y a des... Donc, il vient de se passer quelque chose de gigantesque. Éclaircissons les propos de Charles, car ils ne seront peut-être pas évidents pour tout le monde. Ce qui fait notre liberté, c'est notre capacité à faire des choix et en assumer les conséquences. Je suis libre de faire ce que je veux à condition d'en assumer la réussite ou l'échec. Lorsque les USA et l'Union européenne déclarent qu'ils vont sauver l'économie de la crise du Covid, cela signifie que ces entreprises seront sauvées de la faillite. Mais cela signifie aussi que la liberté d'échouer de ces entrepreneurs disparaît par la même occasion. Techniquement, l'État prête de l'argent sans réelles conditions pour être sûr de le revoir un jour. En France, l'État a créé les prêts garantis par l'État, les PGE, qui étaient des prêts d'urgence à court terme. Et comme la situation économique est littéralement indémerdable, une grosse partie du plan de relance est consacrée à la transformation de ces prêts de court terme en prêts à long terme. Enfin, on peut douter fortement du remboursement de ces prêts à terme puisqu'ils ont été consentis à des entreprises qui étaient déjà en situation de fragilité. Pour rappel, avant la crise du Covid, près de 10% des entreprises étaient des entreprises zombies. Les entreprises zombies sont des sociétés qui paient plus d'intérêts sur leurs dettes qu'elles ne font de bénéfices. Elles sont virtuellement déjà mortes. Nous avons donc sauvé des entreprises, mais ce n'est pas sans conséquence. Ces prêts sont désormais de la responsabilité de l'État en cas de faillite, donc de la responsabilité du contribuable français et américain, car c'est à peu près la même chose aux USA. Mais cette situation soulève deux autres problèmes majeurs. Premièrement, la dette de l'État, c'est bien souvent l'épargne de son peuple qui lui a prêté de l'argent, ou alors une dévaluation lorsque c'est la banque centrale qui imprime directement l'argent nécessaire. Aujourd'hui, en France comme aux USA, nous sommes dans les deux cas de figure. Les produits bancaires et assurantiels, comme les fonds en euros, des assurances-vie représentent l'épargne des Français. Pour ce qui est de l'impression monétaire, il faut savoir qu'avant la crise du Covid, la Banque de France détenait 20% de la dette française. Je ne doute pas que ce montant ait augmenté de façon substantielle. Donc, les entreprises qui ont été sauvées l'ont été au prix d'un appauvrissement généralisé, même si cela ne se voit pas encore à cause de l'inertie de l'euro. Deuxième problème, et non des moindres, c'est l'État qui se retrouve avec un pouvoir bien plus grand sur tous les agents économiques. Lorsque l'État détient la dette de votre entreprise et qu'il conditionne son renouvellement à une quelconque fantaisie réglementaire, vous ne pouvez pas lui dire non facilement. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Ce que nous disons avec Charles, c'est que dans cette crise, nous avons perdu une quantité significative de richesse, mais aussi de liberté. C'est pour cette raison que dans ma lettre d'investissement que je corédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave, nous vous donnons des solutions pour placer votre épargne à l'étranger, dans des pays solvables et en dehors des turpitudes des finances occidentales. Obligations chinoises, métaux précieux, actions et devises étrangères, je vous explique également comment accéder concrètement à ces placements lorsque l'on est un particulier qui souhaite sécuriser et gérer son épargne convenablement et par soi-même. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description.
Et on peut dire que dans tout l'Occident, maintenant, nos systèmes de crédit, d'épargne longue, de retraite, etc., ont tous été nationalisés. Et que les banques centrales sont devenues juste une filiale du Trésor, quoi. Et donc c'est devenu un mythe. Vous savez, la Banque centrale qui se réunit, qui prend des décisions. Ce que dit M. Powell à partir de maintenant, ce que dit Madame Lagarde et tout, n'a strictement aucune importance. C'est comme si, c'est à peu près aussi important que votre banquier au Crédit Lyonnais qui vous dit, qui vous fait part de ses considérations politiques ou boursières. Quoi. Ce qui veut dire, vous dites c'est intéressant, il est intelligent ce garçon, mais enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc les banques centrales aujourd'hui n'ont plus aucun intérêt, c'est même pas la peine de les regarder. C'est inquiétant, non? Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut ça. Ouais. Mais vous pouvez regarder la Banque centrale de Chine. Vous pouvez regarder la Banque centrale, mais nos banques centrales à nous, c'est... Donc ça annonce pas forcément un retour de l'inflation. Ben, un retour de l'inflation, ça annonce certainement une hausse des pénuries. Voilà, parce qu'on a cassé le prix. Parce qu'on a cassé le prix, donc on vous dira, bon ben, le trampoline que vous achetez pour vos enfants, il vaut, je sais pas, 120 €, j'en sais rien. Mais il y a 18 ans d'attente pour en avoir un, quoi. C'est ça. C'est ce qu'on disait dans l'Union soviétique, pour mesurer le prix du pain, ça se mesurait en heures de queue, quoi. Voilà. Pas en roubles. Et voilà. Donc, dès le moment, c'est ce qu'on voit aussi dans tous les systèmes de santé, dès le moment où vous nationalisez le système de santé, ben, il perd plus d'argent, si j'ose dire. Mais par contre, si vous voulez vous faire changer une hanche, ça vous prend... vous la faites quand vous êtes dans la boîte, quoi. Au cimetière, parce qu'il a fallu du temps. C'est à ce moment-là, la beauté du capitalisme, c'était l'instantanéité de la réponse de l'offre et de la demande, quoi. C'était à partir du moment où l'État se met dedans, ben vous avez les prix n'augmentent pas, puisqu'ils sont bloqués, mais les durées d'attente pour avoir votre bien, c'est. Donc en fait, est-ce qu'on peut dire que la hausse des actions, notamment aux US, c'est la conséquence d'une fuite de l'épargne qui ne trouve plus à se loger dans les contrats? Dans les contrats, il y a beaucoup de gens qui se disent bon, mais tant qu'à... c'est une fuite devant la monnaie. Ouais. Quand j'étais gamin, si vous voulez, on parlait en bourse de Paris ce qu'on appelait une hausse de misère. C'est-à-dire que quand on s'attendait à ce que le franc se pète la gueule, ben, tout le monde se précipitait sur les actions, et on avait une hausse. Ben, vous avez eu des hausses de misère incroyables au Venezuela, au Nigeria, dans tous ces pays où il y a de l'hyperinflation, parce que les gens se disent, ben, c'est le seul truc que j'achète qui me permet de... Le CAC 40 a monté en 1941. Ben voilà, par exemple. Alors qu'on avait pris une branlée phénoménale et tout, les gens se sont dit, bon, ben, au moins j'aurai quelque chose qui me permettra d'arriver jusqu'à la fin. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, qu'on commence à voir des effets de... Mais à ce moment-là, logiquement, ça devrait s'accompagner aussi d'une hausse de l'or très forte. C'est pour ça que vous pensez à un portefeuille... Voilà, un portefeuille où vous avez des actions et de l'or. Et puis des obligations chinoises, parce qu'ils restent sérieux. Mais en même temps... Pour essayer de contrer cette fuite devant la monnaie, les banques centrales puissantes vont essayer de manipuler le cours de l'or pour qu'il monte le moins vite possible, pour qu'il monte pas, pour qu'il se pète la gueule, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un jeu entre puissants. Là. C'est pas un jeu à court terme, là. C'est un jeu où il faut prendre ses positions littéralement à 10 ans, quoi. Et puis le reste du temps... on serre les... on serre les fesses. Mais grosso modo, si on réussit à préserver notre pouvoir d'achat sur les 10 ans qui viennent, on sera bon. Ouais, c'est ça l'objectif, faut pas se tromper, quoi. Oui, parce que si vous vous trompez, vous pouvez vous tromper, soit on vous le vole, soit on vous le paye en monnaie de singe. Donc il va falloir naviguer au plus près, quoi. Si j'ose dire, pendant longtemps, on a eu le vent dans le dos, donc on pouvait avoir un catamaran. Maintenant, il faut avoir un petit bateau qui peut remonter le vent, si vous voulez, mais qui reste flexible, quoi, qui est pas le catamaran de 40 mètres de long et 40 mètres de large, quoi. Ça va bien quand il y a le vent derrière, mais là, c'est pas la peine, hein. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui y ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.